Bonjour à tous. Imaginez un instant une armée. Une armée conçue pour protéger son propre pays, mais qui, soudain, se retourne contre ses propres citoyens. C'est exactement ce qui se passe dans le corps humain lors d'une maladie auto-immune. On va décortiquer ensemble ce mystère biologique, pourquoi notre système de défense, notre meilleur allié, devient parfois notre pire ennemi. Alors, pour y voir plus clair, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va définir le problème, ce fameux tir ami. Ensuite, on plongera dans le système de sécurité du corps pour comprendre comment il est censé fonctionner. Puis, on verra comment les défenseurs peuvent devenir des traîtres. Après ça, on analysera l'anatomie d'une attaque. Et enfin, on suivra la piste des indices pour voir comment on pose un diagnostic. Allez, c'est parti pour le premier chapitre. On va commencer par planter le décor, un peu comme des enquêteurs qui arrivent sur une scène de crime pour comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment la question centrale. Comment est-ce possible que nos propres gardes du corps, notre système immunitaire, se transforment en agresseurs? C'est une erreur qui semble contre nature et pourtant elle se produit. Voilà la définition de base. En gros, le système immunitaire a une règle d'or, ne jamais attaquer le soi. Il doit faire la différence entre ce qui appartient au corps et ce qui est un envahisseur, comme un virus. Eh bien, dans une maladie auto-immune, cette règle est brisée. C'est un cas tragique de tyrannie, où les défenses du corps ne reconnaissent plus leurs propres troupes et se mettent à les attaquer. Ok, mais avant de comprendre pourquoi ça déraille, il faut voir à quel point le système est bien fait à la base. C'est une mécanique de précision incroyable, avec plusieurs garde-fous pour justement éviter ce genre de catastrophe. Et ce système de sécurité, il fonctionne sur deux niveaux. Pensez-y comme ça. D'un côté, on a la tolérance centrale, c'est l'académie de formation, c'est là qu'on trie les recrues sur le volet. Et de l'autre, la tolérance périphérique, ce sont les contrôles sur le terrain, les patrouilles qui s'assurent que si une recrue un peu trop zélée a réussi à passer entre les mailles du filet, elle soit neutralisée avant de faire des dégâts. Alors, zoomons sur cette académie, le thymus, c'est fascinant. Les jeunes recrues, les lymphocytes T, y entrent pour leur formation. Là, on leur présente des morceaux du soi, les propres protéines du corps. Si un cadet réagit trop fort, s'il montre le moindre signe d'agressivité envers le soi, il est éliminé. C'est radical, ce qu'on appelle la sélection négative. Seuls les soldats d'élite, ceux qui sont parfaitement tolérants, obtiennent leur diplôme et partent en mission dans le corps. C'est un processus d'une efficacité redoutable. Bon, si le système de formation est si strict et si performant, comment est-ce que des traîtres peuvent encore émerger? C'est la question à 1 million. On va maintenant enquêter sur les suspects et les facteurs qui peuvent tout faire basculer. En fait, il n'y a presque jamais un seul coupable. C'est plutôt une combinaison de facteurs, une sorte de tempête parfaite. On a d'un côté un terrain fertile, la prédisposition génétique, de l'autre, des déclencheurs venus de l'environnement, une infection, une exposition à un produit chimique, et parfois les hormones s'en mêlent aussi, ce qui explique pourquoi certaines maladies sont plus fréquentes chez les femmes. C'est l'accumulation de tout ça qui met le feu aux poudres. Et quand on parle de génétique, il faut être très clair. Avoir certains gènes, comme les gènes EHLA, ça ne veut pas dire qu'on va forcément développer la maladie. Ça augmente le risque, c'est tout. C'est ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité. L'image est simple mais très juste. La génétique cherche le pistolet, mais c'est souvent un facteur environnemental qui appuie sur la gâchette. Et parmi ces déclencheurs, il y en a un qui est particulièrement malin. C'est un cas d'erreur d'identité qu'on appelle le mimétisme moléculaire. C'est un peu un scénario de film d'espionnage à l'échelle cellulaire. Alors, comment ça marche? Imaginez un virus, disons le Coxsackie B4. Il a une protéine à sa surface qui, par pure malchance, ressemble comme deux gouttes d'eau à une protéine de notre pancréas. Le système immunitaire, lui, fait son job. Il voit le virus, il lance une attaque massive pour l'éliminer. Le problème, c'est qu'après avoir gagné la bataille, les soldats sont tellement conditionnés à chercher cette protéine qu'ils se trompent de cible et commencent à attaquer les cellules du pancréas. Et voilà comment une simple infection peut, dans certains cas, déclencher un diabète de type 1. On a identifié les suspects et les déclencheurs. Maintenant, passons à l'étape suivante de l'enquête, le modus operandi. Comment, concrètement, est-ce que ces cellules rebelles s'y prennent pour semer le chaos et détruire les tissus sains? Alors, premier point important. Le mot auto-anticorps peut faire peur, mais il faut savoir qu'on en a tous. La plupart sont inoffensifs, ce sont des anticorps physiologiques, des sortes de patrouilles de routine. Le problème, ce sont les anticorps pathologiques. Eux, ce ne sont plus des patrouilleurs, ce sont des commandos d'élite, ultra spécifiques et conçus pour attaquer et détruire. C'est là que réside toute la différence. Et ces commandos ont plusieurs stratégies d'attaque. Parfois, c'est l'attaque directe. Ils se fixent sur une cellule et sonnent le signal de sa destruction. D'autres fois, c'est plus subtil. Ils vont bloquer une fonction vitale, comme un sabotage.
Et enfin, il y a la technique de la saturation. Ils s'agglomèrent en masse dans des tissus comme les articulations ou les reins, créant des bouchons qui provoquent une inflammation énorme. C'est une véritable guerre de guérilla. Et attention, les anticorps ne sont pas les seuls coupables. Il y a aussi l'infanterie, les troupes au sol, les lymphocytes T. Eux, ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils infiltrent les tissus et détruisent les cellules cibles au corps à corps. C'est ce qu'on observe par exemple dans la sclérose en plaques ou le diabète de type 1. Face à ce champ de bataille interne, comment les médecins font-ils pour y voir clair et poser un diagnostic? Eh bien, ils se transforment eux aussi en enquêteurs, en utilisant les outils de la police scientifique biologique. Le processus est souvent en 2 temps. D'abord, on fait un balayage large, un dépistage. On utilise une technique, l'immunofluorescence, pour voir s'il y a des anticorps suspects, les fameux anticorps antinucléaires. C'est un peu comme si on cherchait des empreintes sur la scène de crime. Si on en trouve, alors on passe à l'étape 2, l'identification. On utilise des tests plus précis pour savoir exactement à qui appartiennent ces empreintes, quelle est la cible exacte de l'attaque. Et c'est ça qui est incroyable. Chaque maladie auto-immune a sa propre signature, son empreinte digitale. Comme on le voit ici, si on suspecte une connectivite, on cherche les anticorps antinucléaires. Pour un diabète de type 1, on va chercher des anticorps dirigés contre le pancréas. Pour la maladie cœliaque, contre l'œsophage, chaque indice nous mène vers un coupable bien précis. Et cette citation du docteur Benidir est essentielle. Ce n'est pas parce qu'on trouve un auto-anticorps qu'il est forcément la cause du problème. Parfois, c'est juste un témoin, une preuve laissée sur place. Mais qu'il soit l'arme du crime ou juste un indice, sa détection est absolument cruciale pour le diagnostic. Au final, toute cette enquête sur cette guerre civile interne nous laisse avec une question vertigineuse. Le système immunitaire est le fruit de millions d'années d'évolution. Il est rempli de garde-fous. Alors, le fait que ces maladies soient de plus en plus fréquentes, qu'est-ce que ça nous dit sur le décalage, peut-être, entre nos gènes de chasseurs-cueilleurs et notre environnement ultramoderne? C'est une question qui reste ouverte.